Bonjour à tous. On bénéficie ici d'un lieu absolument magnifique pour faire cette rencontre, la bibliothèque de l'Institut pour la photographie à Lille, qu'on remercie bien sûr. On va donc vous présenter une sorte de table ronde, évidemment, architecturalement, ce n'est pas tout à fait une table ronde, une table très rectangulaire, avec les intervenants donc, sur 3 types de carnaval. On va essayer de voyager à travers ces carnavals, profiter un petit peu dans cette période particulière où on est tous masqués mais pas très gays. Donc on va essayer d'ouvrir un peu tout ça sur le rapport entre carnaval et la photographie. Pourquoi finalement tous ces types de carnaval attirent, aimantent les photographes dans le monde entier. On devait commencer donc avec Charles Frégé qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui parce que sa fille est malade, donc il est retourné chez lui. On va néanmoins projeter ces photographies qui sont une sorte de condensé de son travail sur les masques les masques et les costumes à travers le monde, travail qui poursuit à l'heure actuelle toujours, qui ont donné lieu déjà à 3 livres et sur lequel il continue toujours son exploration. Je crois que vous connaissez, enfin je vais resituer un tout petit peu Charles Frégé. Charles Frégé a cette habitude de créer des inventaires imaginés au travers de coutumes, au travers de cultures, de tout ce qui peut ressembler à l'unique et le multiple, c'est-à-dire à travers un uniforme, comment les singularités se manifestent encore. Donc, à travers les costumes de carnaval, comment on peut encore retrouver des singularités qui sont de telle culture ou de tel individu. Donc le travail de Charles, on peut commencer à le projeter. Mylène, merci, c'est déjà fait, donc c'est super. Vous voyagez là en ce moment au Japon sur une sorte de fiction qu'a réalisé Charles Frégé, c'est-à-dire qu'il a recensé les différents types de costumes au Japon et recréé tout ça comme si c'était une île, l'île des yokai, l'île des choses entre les hommes et les dieux. Donc comme vous voyez, il les figure à chaque fois en décor. Pour revenir au Japon, avant de donner la parole à nos intervenants, comme je ne souhaite pas interpréter à sa place les images de Charles Frégé, j'ai repris un extrait de la préface qu'a fait la merveilleuse écrivaine japonaise Ryoko Sekiguchi, qui habite à Paris et qui maintenant passe sa vie entre le Japon et la France. Et elle s'interroge sur le rapport qu'ont les Français à l'entre-deux, en fait, entre les vivants, les morts et les esprits. Les figures qui apparaissent dans les photos de Charles Frégé ne sont pas tout à fait à l'image de ce que les Japonais appellent des yokai. Le photographe dit qu'il en est très conscient et que c'est pour cette raison qu'il a transcrit yokai en alphabet latin et en majuscule. Yokai se rapporte plutôt ici à une situation générale où la cohabitation des humains et des autres mondes est possible. Dans cette île inventée se côtoient les êtres humains ainsi que d'autres êtres, désignés par des appellations diverses. Ayakashi, Marebito, Monomoke, Mamono, mais aussi des dieux et des fantômes. Non contents de cohabiter dans un même espace, les êtres humains communiquent et échangent avec ces autres mondes, source d'inspiration, d'influence ou d'effroi. Les photographies de Charles Frégé documentent les fruits de ces échanges. Une telle réalité était pour moi, japonaise, tout à fait normale lorsque je vivais là-bas. C'est seulement depuis que j'ai quitté mon île que j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'en était pas partout ainsi. Ainsi, en Autriche et en Suisse, existe une coutume qui s'apparente à celle du nama-age japonais, et en Italie, certains croient encore à l'existence des revenants. Cela semble être un peu moins le cas en France. Ici, le retour des âmes des ancêtres ou l'hypothèse d'une malédiction reçue pour avoir coupé un vieillard, circonstance communément acceptée dans l'île d'où je viens, sont très largement sujets à caution. Et s'il m'arrivait d'évoquer ce genre d'épisode, on me regarderait avec inquiétude, me soupçonnant aussitôt de pratiques occultes ou sectaires. Le rituel bouddhiste, qui consiste à se réunir régulièrement après le décès d'une personne, paraît également très éloigné des habitudes de mes amis français.
Se rassembler pour évoquer un défunt, mort il y a 3 ans, 7 ans, voire 13 ans, quelle idée. En France, dans ce pays fier de sa raison et de sa logique, il n'y a plus de porte ouverte sur un autre monde. Peut-être sont-elles aussi obstruées par la modernisation. Les interstices permettant de rejoindre l'autre rive, d'une nuance plus sombre, que l'on trouve encore dans les campagnes espagnoles ou italiennes, n'ont presque plus leur place en France. Ce n'est pas tant la crainte de l'apparition soudaine d'êtres parfaitement inconnus qui nous étreint lorsque nous visitons une vieille grange abandonnée ou que nous marchons seuls nuitamment dans une rue déserte, mais celle de nos propres congénères et des indices de leur passage. Moi qui venais de l'île des yokai, un tel constat m'avait presque choqué, bien plus en tout cas que celui des différences sociales et politiques des deux contrées. Alors en France ne vivent que des humains et des animaux ? Vous les connaissez pourtant bien, vous aussi, ces choses. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Pardon, vous n'en avez jamais entendu parler ? Vous ne les avez jamais vus ? Vraiment ? Voilà le texte de Ryoko qui me plaît beaucoup parce qu'il est une forme d'ouverture sur un autre monde et on va s'apercevoir, je crois, que dans beaucoup de cas, le carnaval n'est pas qu'un temps de fête, c'est aussi un temps de dialogue avec des entités, d'autres choses. Du coup, on va commencer à parler du carnaval haïtien avec Corentin Follen, qui est ici, et, donc, que je connais bien, avec qui on a travaillé sur 2 ouvrages, un ouvrage sur Haïti et un ouvrage sur le carnaval de Jacmel. Et peut-être plutôt que de poursuivre tout de suite dans la lignée de ce que je viens de lire, je vais redemander à Corentin comment il est arrivé sur Jacmel, donc le carnaval le plus emblématique d'Haïti, peut-être un des carnavals les plus emblématiques des Caraïbes, et pourquoi surtout il s'y est arrêté. Voilà. Merci Eric. Bonjour à tous. Alors, Haïti, moi je découvre ce pays en 2010 au moment du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et à l'époque j'étais et je suis toujours photojournaliste et j'y suis allé comme beaucoup de journalistes pour couvrir la situation dramatique et j'ai eu l'occasion d'y retourner de nombreuses fois et donc d'explorer un petit peu une autre vision du pays et d'essayer de creuser un peu en profondeur et d'explorer un peu ce pays pour sortir des poncifs qu'on trouvait un peu trop dans la presse sur ce pays qui serait que misère, violence. Et moi je ne connaissais pas du tout Haïti en 2010 et j'ai vraiment découvert toute une culture, toute une histoire, tout un lien avec tout un lien important et qui fait lien avec le carnaval, mais avec la France, et car Haïti, pour ceux qui ne savent pas, a été une colonie durant plus d'un siècle, voilà, au XVIIe siècle, et XVIIe siècle. Et le carnaval de Jacmel, c'est une petite ville au sud d'Haïti qui, dans les années 50, qui a toujours été un peu une ville un petit peu avec un prestige culturel supérieur au reste du pays. C'était un peu le port d'entrée de la colonie française. Et donc, tous les grands colons, tous les principaux navires, pendant une période passée par Jacmel, avant que Port-au-Prince devienne vraiment la capitale économique et culturelle du pays. Et donc Jacmel a un peu une place qui est une petite ville de bord de mer, une place particulière, et c'est dans cette ville que le carnaval a vraiment... C'est le carnaval qui était inspiré et copié sur celui... enfin exporté même sur le carnaval qu'il y avait en France, mais aussi en Europe. Donc, ce carnaval qui est issu du Moyen-Âge, avec les références, beaucoup de références qui sont restées. Mais au moment de l'indépendance en 1804, les Haïtiens se sont emparés de ce que les colons leur avaient un petit peu déjà imposé, c'est-à-dire une tradition qui était uniquement pratiquée par les colons,
mais qui était aussi parfois un petit peu... Enfin, les esclaves, avec les moyens qu'ils avaient, c'était créer un personnage. On va peut-être le voir d'ailleurs, mais un personnage, un costume avec très peu de moyens, avec de la glaise, un lasso, et avec les moyens du bord. Et donc ce carnaval, a continué pendant des années, et c'est devenu en Haïti l'événement culturel le plus fort de l'année, le plus important. C'est vraiment un lien social, c'est plus que du folklore, c'est vraiment tout le pays alors ça dure sur un mois, ça commence le mi-janvier, ça dure à peu près un mois, donc ça commence avant les grains, et ça commence même 6 mois à l'avance, parce que les artisans qui créent les costumes les préparent plusieurs mois en avance. Et dans cette ville il y a beaucoup d'artisans, et pendant le carnaval, toute la ville participe en fait. Toutes les écoles, tous les enfants défilent. Il y a énormément de défilés, de chars par thème, et tous les enfants de la ville ont un costume. Il y a énormément d'adultes également qui défilent, et voilà, il y a un pré-défilé une semaine auparavant, et il y a le défilé le jour du carnaval. Et il y a également un autre carnaval qui a lieu dans la capitale, Port-au-Prince, mais qui est beaucoup moins riche en costumes. Et donc moi je découvre un peu ce carnaval. C'est le seul, je ne peux pas comparer avec d'autres, parce que c'est le seul carnaval que j'ai vécu. J'y suis allé 2 fois, donc sur 2 périodes différentes, et j'ai été impressionné par la créativité des costumes, l'inventivité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des références avec vraiment les personnages du carnaval du Moyen-Âge, comme le Juif errant. Le personnage du Juif errant existe toujours. C'est vraiment un des personnages clés du carnaval de Jacmel. Mais il y a aussi toute une évolution, et des personnages et des costumes qui viennent soit du passé colonial, soit de l'histoire même du pays. Il y a des dictateurs qui sont représentés, il y a le président qui est chaque année qui est souvent moqué, il y a aussi des notables qui sont souvent un peu gentiment moqués également, mais il peut y avoir aussi parfois des règlements de compte sur, ça peut être des histoires de mœurs, si telle femme de la ville a trompé son mari, ou tel mari a été cocu. Donc il y a toujours des petites références, des symboles, parfois c'est même écrit sur certains personnages. Et voilà, après il y a toute une créativité. Enfin, ce carnaval s'est beaucoup développé dans les années 1950, avec l'arrivée des masques en papier mâché. Donc qu'on peut voir avec ces énormes têtes d'animaux exotiques, qui sont des animaux qui ne sont pas du tout présents dans la faune haïtienne, mais qui viennent plutôt de ce que les Haïtiens ont pu voir dans des livres, dans les récits. Certains personnages, il y a comme les diables, qui viennent aussi d'Europe, soit de la tradition comme je disais, du carnaval européen, mais aussi parfois d'un Haïtien qui à l'époque est parti, s'est expatrié dans un pays d'Europe, et a découvert le carnaval local. Un des personnages de Diable qui est d'ailleurs issu du carnaval, qui venait du Danemark, et il est rentré, un des personnages, il est rentré avec un des costumes, et c'est rentré dans le folklore du carnaval haïtien. Juste pour rebondir un peu sur peut-être ma première question, parce que finalement tu réponds sur le carnaval, mais pas trop sur toi. Donc on va insister sur toi. Bon, jusque-là, Corentin, lorsque tu vas en Haïti, bon, on va refaire très très rapidement ton histoire de photographe, mais tu es un photoreporter qui va sur les terrains les plus sensibles, qui prend les billets d'avion, qui tourne sur les territoires de guerre, éventuellement de catastrophe, et qui
revient avec les images qui vont satisfaire d'une certaine façon la presse occidentale. Sur le tremblement de terre en Haïti, tu y vas, et on peut dire que c'est le moment où bascule ton regard sur ton propre métier, et du coup tu décides de rester souvent, dès que tu peux, en Haïti. Donc Corentin ne prend pas les choses à la légère, parce que je pense que maintenant il en est à 20 ou 21 voyages en Haïti. Et un de ces voyages, du coup, deux de ces voyages sont consacrés au carnaval. Moi, ce qui est ma question, c'est pourquoi, en fait, par rapport à ta pratique habituelle de photoreporter, tu décides d'y aller pour reconstruire un studio dans la rue, pour photographier des gens sur fond neutre sans décor. Alors oui, comme tu disais, avant de réaliser cette série, j'avais déjà travaillé sur Haïti avec cette volonté de raconter notre vision du pays et plutôt de montrer, pas forcément des choses positives, mais en tout cas une vision qui contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir, et de montrer plutôt la complexité du pays. Montrer les riches, parce qu'il y a des riches en Haïti, montrer aussi les conséquences parfois perverses d'un système humanitaire qui est parfois qui échappe aux Haïtiens et qui est parfois extrêmement qui fait parfois plus de dégâts qu'il en évite, et parler de la culture. Et donc effectivement, au début je voulais pas parler du carnaval, parce que ce qui m'intéresse c'est la vie, mais la réalité, c'est-à-dire la vie des gens, la vie de la société. Et en fait je me suis dit, bon, le carnaval haïtien c'est trop folklore, effectivement c'est pas quelque chose qui m'intéresse de raconter, parce que les costumes sont déjà beaux, et pour un photographe, moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément de photographier le beau pour ce qu'il est, mais de raconter, d'arriver à trouver aussi du beau parfois même dans le laid. Pendant plusieurs années j'ai mis de côté le carnaval de Jacmel, et j'étais même pas allé, parce que ça s'était pas présenté. J'étais allé plusieurs fois à Jacmel, mais je racontais une autre vision, d'autres choses. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est quand même injuste, c'est un carnaval qui est extraordinaire, qui a une créativité assez dingue, et personne n'est au courant, en fait. Il y a très peu de gens qui connaissent ce carnaval, mais même dans les Antilles, parfois. Et je me suis dit, mais c'est quand même... il faut absolument que je rende un peu justice à cette méconnaissance. Et donc je me suis dit, comment je vais pouvoir raconter. Je me suis dit, est-ce que j'en fais un reportage, et je ne le sentais pas. Je n'avais pas envie de le faire un reportage plus classique. Et à l'époque, je faisais beaucoup de portraits, et je me suis dit, mais en fait, je vais installer un studio dans la rue, tendre un drap, des éclairages, et je vais faire poser les personnages. Ce qui réglait aussi le problème de la lumière, c'est-à-dire qu'en Haïti, la journée, c'est un soleil plombant, qui est très dur, c'est une lumière très dure, et je me suis dit, ça allait être assez compliqué à photographier, dans des rues où il y a de lumière, de l'ombre, voilà, ça allait être assez catastrophique. Et en fait, je réglais ce problème de lumière, de mise en scène aussi, et aidé de deux amis haïtiens qui, eux, se chargeaient de recruter les personnages. Pendant le défilé, je les ai fait poser sur ce studio. En fait, ce qui m'intéresse aussi, lorsqu'on a mené ensemble le travail sur le livre qui est derrière, la Carnaval Jacmel, on a essayé de regarder ce qui existait en termes d'écrits sur le carnaval de Jacmel, et on est tombé, donc, je ne sais pas si vous connaissez, sur un ouvrage, Adriana de tous mes rêves, de René Depestre, qui est un petit peu considéré maintenant comme le père de tous les écrivains haïtiens. Il est encore vivant, René Depestre, et on s'est adressé à lui parce qu'on a découvert un formidable poème qui, en quelque sorte, fait vivre, ressentir le carnaval de Jacmel de l'intérieur par un jeune adolescent qui en quelque sorte, il fait son rituel de passage à l'âge adulte. Je vais vous lire le poème, et puis après je demanderai à Corentin de réagir sur peut-être
terme de rituel de passage aussi pour le carnaval là-bas, et aussi peut-être quelque chose dont Corentin n'a pas encore parlé, le voisinage avec les rites vaudous en Haïti. Donc ça s'appelle simplement poème Souvenir d'adolescence. Suivez-moi au fond du puits magique où Jacmel un soir est tombé avec tous ses habitants. Quand il était adolescent, il vivait dans une ville qui était une légende au bord de la mer Caraïbe. Si on voulait, on pouvait se changer en n'importe quoi. On pouvait être un arbre qui marche et qui boit du rhum, un bœuf qui joue de l'orgue le dimanche à l'église, un lion qui rend cocu tous les notaires de la ville. Lui, un soir de son adolescence, il était devenu un cheval de course. Il traversait au galop Jacmel. Il hennissait et invitait les gens à venir gambader avec lui dans la rue, mais portes et fenêtres restaient fermées. Soudain, une jeune fille est sortie d'une maison de la place d'Armes. C'était l'un des trésors de la ville, elle était en chemise de nuit et souriait. Quand il arriva auprès d'elle, la jeune fille quitta sa chemise et sauta sur son dos. Il galopa sans fin dans la nuit, en faisant plusieurs fois le tour de Jacmel. Il sentait Adriana toute nue sur son dos, comme le ciel nocturne sans les étoffes, ou comme la terre sans l'herbe du matin. Il sentait sa saveur de jeune femme. Il galopa dans la nuit avec l'étoile de Jacmel sur son dos, avec la joie de la ville et toute la douleur de la ville sur son dos, avec ses peurs et ses haines sur son dos. Il galopa dans la nuit, avec les baisers et tous les rêves de Jacmel sur son dos. Au petit matin, ils allèrent à la mer où ils se rafraîchirent longuement. Ensuite, ils allèrent à la rivière pour se quitter le sel du corps. Plus tard, il la déposa chez elle sous les arbres éberlués de la place. Quand il reprit sa forme de garçon, il avait les flancs ensanglantés, il avait d'atroces douleurs aux épaules, il avait très mal au cuir chevelu. Il resta 2 semaines au lit à regarder s'éloigner son adolescence avec la plus belle fille de sa vie. Bah non, après ces magnifiques mots, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de poètes et d'écrivains en Haïti. Et la poésie, c'est omniprésent. Et je trouve que dans ces personnages que j'ai pu croiser, il y a aussi cette folie en fait, qu'on peut retrouver dans d'autres carnavals, mais que certains aussi, je pense, ont perdu. Il y a vraiment une âme qui reste assez authentique. Ce que je disais, c'est que vraiment, le carnaval en Haïti, c'est quelque chose de sacré. La seule année où il a été annulé, c'est en 2010, suite au tremblement de terre, qui était le mois précédent. Et donc, ça a été de fait, parce que Jacmel a été en partie un petit peu détruite, mais sinon, même sous les coups d'État, même durant les pires situations du pays, ça a toujours, c'était vraiment, les Haïtiens attendent le carnaval vraiment toute l'année, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré comme plus qu'une tradition. C'est aussi pour les Haïtiens qui effectivement vivent quand même des conditions souvent difficiles. Pour eux, c'est un moment où c'est libérateur en fait. Il y a plus on pense plus aux problèmes. Tout le monde est un peu sur le même niveau. Qui était aussi le rôle, ce qui a toujours été le rôle du carnaval, mais peut-être que dans nos pays occidentaux, on n'a pas autant ce besoin, je m'avance peut-être, mais ce besoin de se libérer du quotidien. Et en Haïti, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux parler de l'anecdote sur cette photo ? Oui, ça c'est un peu... Alors, j'enchaîne avec, juste sur le vaudou. En fait, j'étais persuadé, ça tombe bien que tu en parles, parce qu'effectivement, le vaudou haïtien est très présent, très important. C'est fondateur du pays, c'est omniprésent tout en étant tabou, parce que c'est rejeté par une grande partie des catholiques et des évangéliques qui composent un peu toute la société. Donc c'est assez ambivalent. Et j'étais persuadé le vaudou était très présent dans le carnaval, et en fait assez peu. Il y a quelques personnages que j'ai vus.
Parce que en fait, le vaudou, c'est quand même c'est une pratique qui reste secrète. Donc le vaudou il a été interdit pendant la colonisation, et même après la décolonisation, même si le vaudou était très important dans la société haïtienne, elle était à chaque fois reléguée à l'intimité ou aux cérémonies, mais voilà, c'est toujours un petit peu occulte. Donc il n'y a pas vraiment de personnages, parfois il y a des références, des liens, mais il n'y a pas de personnages, il n'y a pas d'esprit vaudou, il n'y a pas de... ce personnage, en fait, c'est le seul que je n'ai pas demandé de photographier, c'est lui qui s'est imposé. Souvent, pour niveau technique, c'était très difficile de persuader les personnes de venir poser. Les Haïtiens ont un rapport avec la photographie qui est assez difficile. Il y a souvent des refus, il y a un rapport un peu... Il n'y a pas de la culture de la photographie, il y a la culture de la peinture, mais pas de la photographie. Et donc, il y a un peu un rejet de ce qui est... voilà, les photographes, c'est difficile de photographier dans la rue. Il peut y avoir des réactions un peu violentes parfois. Et ce qui était difficile, c'était que j'essayais de faire sortir les personnages du cortège. C'est-à-dire que comme ils fonctionnaient en groupe, même si le cortège n'avait pas encore démarré, ils ne voulaient pas quitter le groupe. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais ces 2 amis haïtiens. Et en fait, c'était au moment où j'attendais entre deux séries de photos, ce monsieur s'est mis sur le tissu, dans le studio, et m'a fait comprendre qu'il voulait être photographié. Donc c'est le seul que j'ai photographié un peu bon, j'aime pas trop qu'on me dise vas-y, photographie, j'aime bien que ce soit moi qui choisisse. Donc je me suis dit, je fais une photo et puis il va partir. Et en fait, au moment où j'ai déclenché, il a eu ce geste de se renverser, surtout qu'il n'avait pas pour moi de raison, c'était pas un personnage du carnaval. Et au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur, il a eu ce geste extrêmement rapide, fugace, de se renverser cette farine sur la tête. Et une fois que la photo était faite, il a vraiment disparu. Et donc j'aime bien parce qu'il y a cette magie, cette poésie et cette folie qu'on trouve aussi en Haïti. Et il y a aussi un lien, je fais le lien avec le vaudou, parce que dans le vaudou, il y a ce qu'on appelle le phénomène des zombies. Alors, ce n'est pas les zombies qu'on voit dans les films américains, même si le zombie vient du vaudou haïtien, mais les Américains s'en sont emparés, ont fait des personnages de morts vivants qui se contaminent par la morsure. Ça, c'est une invention du cinéma américain, des années 20 d'ailleurs, ça a commencé dans les années 20. Mais le zombie haïtien, c'est un personnage qui est effectivement mort vivant, mais pas après que le prêtre lui ait administré un poison qui donne l'aspect de mort des gens. Ils sont enterrés et souvent le prêtre vaudou, ça c'est dans le vaudou occulte, un peu la magie noire, il est déterré et en fait il est réanimé, mais il a le cerveau complètement grillé, quoi. Et après il l'utilise un peu comme un homme à tout faire, ou c'est une vengeance aussi pour tuer des gens. Et souvent ils sont représentés dans le vaudou par ce côté, les morts sont représentés par cette farine blanche. Donc moi j'ai fait un lien quand même avec ces mystères qu'on peut voir en Haïti et dans le vaudou. C'est certain qu'il y avait un lien, en tout cas une intention de la part de cet homme furtif. On va passer à Yannick Cormier. Voilà. Donc Yannick a vécu pendant 14 ans en Inde 15. Et a développé là-bas toute une esthétique photographique noir et blanc au contact de plusieurs peuples indiens et particulièrement au sein d'une troupe de théâtre. Et depuis plusieurs années, parallèlement à ce travail, il s'est intéressé de plus en plus aux rituels et aux masques, aux costumes utilisés dans les carnavals du nord de l'Espagne principalement, mais en tout cas toujours en Espagne. Donc voilà, je vais laisser Yannick vous expliquer, vous raconter tout ce qui se passe là. Merci Eric. Bonjour à tous.
On va laisser défiler un peu les images pour l'instant. Voilà. Alors, de 2003 à 2018, j'ai travaillé sur les mascarades en Asie, et notamment en Inde, où j'habitais. Un travail de fond sur ce qu'on appelle, sur une religion primordiale qu'on appelle le shivaïsme ancien. J'ai été inclus dans cette société-là. Et au bout de 15 ans, je me suis dit il faut que je passe aussi à autre chose, que j'élargisse mon champ d'action. Et j'ai fait des recherches c'est en Espagne où j'ai vu une possibilité de trouver un lien, une continuité avec mon travail que je faisais en Inde et en Indonésie. Alors comment ça s'est passé? En fait, je faisais des recherches sur Internet et je suis tombé sur un personnage feuillu, déguisé en arbre, assez intéressant, mais la photo était très mauvaise. Et donc je regarde où c'est à peu près, et c'était à Silio en Cantabrie, et donc j'appelle un ami qui s'appelle Kiwi, enfin qu'on appelle Kiwi, et il me dit hey, couillon, c'est chez moi. donc à la date précise, je vais en Espagne et puis je commence à faire des photos de ce rituel qui s'appelle la Vieja Negra de Silio, avec des personnages très impressionnants. Est-ce qu'on peut faire tourner Voilà, ça c'est un des personnages de la Vieja Negra de Silio, l'esprit de l'arbre. Et ça aussi, l'esprit de la mousse. Donc il y avait quelque chose qui était en lien avec le shivaïsme ancien pour moi, c'était l'animisme et voire le paganisme. Et donc ça faisait vraiment un lien, il y avait vraiment des images ou des caractères, des esprits de la nature qui ressemblaient vraiment à ce que j'avais pu voir moi en Asie. Et donc là il y avait un lien qui se faisait dans mon esprit aussi, et par rapport à moi, comment j'entreprends et comment je crée le mythe de ma vie. Voilà. Alors après ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient un peu ce travail-là, mais de manière complètement différente de ma pratique, en noir et blanc, argentique, classique. Et je suis retourné l'année d'après à la Vieja Negra et j'ai rencontré Christina qui était aussi, et qui est une grande photographe espagnole et qui m'a présenté 2-3 photographes, et des personnes, des anthropologues, et qui ont permis à pousser ce travail un peu plus loin et plus dans des endroits plus reculés dans l'arrière-pays espagnol, notamment dans le nord de l'Espagne, en Galice, en Cantabrie, en Extremadura, Zamora et autres. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à créer un bestiaire, les esprits des végétaux, les esprits des animaux, les démons, et voilà, c'est quelque chose qui me parlait et qu'on retrouvait un peu partout, qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans le monde. Ce qui est intéressant dans cette énergie-là, dans ce truc-là, c'est le fait que, comme disait Corentin tout à l'heure, il y a une espèce de liberté qui se fait, il y a quelque chose d'assez subversif pendant ces carnavals. Ça peut être très violent, on peut se prendre des coups, il y a des animaux morts parfois, L'année dernière, j'étais dans la dernière photo de la série qui est là, c'est un petit carnaval en Pays Basque qui s'appelle Ituren et Zubieta, où on m'a acheté un cœur de bœuf, et un photographe ici qui s'appelle Simon de Belgique qui était avec moi et qui s'est pris de la merde. Merci de me le rappeler. Donc il y a un rapport aussi au public, le public est spectateur mais peut être acteur et forcé. Tu es un acteur forcé dans le sens où on t'agresse, quoi. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien dans le carnaval, c'est quelque chose qui exprime une sorte de catharsis ou de liberté qui est prise. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça canalise les énergies pour l'année, quoi, des mauvaises énergies pour l'année.
Vraiment, c'est vraiment une forme de catharsis. Et la catharsis, pour moi, c'est quelque chose de très important dans mon travail. C'est presque une obsession. Je pense que c'est vital pour nos sociétés d'avoir des rites comme ça qui contrebalancent avec nos sociétés assez violentes et parfois ennuyeuses aussi au quotidien. Et d'avoir des rites comme ça permet de nous extirper de ça, quoi. Justement, un petit peu la même question qu'avec Corentin, c'est une sorte de boomerang. J'ai vu aussi des photos en Inde, Yannick, qui sont souvent suivies de rituels et qui sont dans une atmosphère de transe. Tu te places malgré tout avec un intérieur pas forcément simple, la sablade le plus proche possible des gens, et tu enregistres le mouvement avec le facteur de chance et de hasard qui vient signer la photo. Et là, pas du tout, a priori. Tu extrais les personnes du défilé, puisque là, je crois qu'on est toujours pendant le temps de défilé aussi. Oui, on est toujours, c'est toujours fait au moment des donc tu les extrais du défilé, tu les poses sur un décor qui fait sens avec leur costume, mais on ne sent plus ce dont tu viens de parler, le côté catharsis. Donc, pourquoi? Ah oui. Bonne question. En fait, je fais les deux, mais je montre qu'une partie du travail. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'identité, enfin du changement d'identité. Cette liberté qu'on se donne en se disant demain je vais être un autre. Et c'est cet autre qui m'intéresse. C'est ce qu'en psychanalyse on appelait la persona, le personnage social qu'on se donne dans la vie de tous les jours pour travailler ou autre. Et c'est cette identité un peu biaisée qui m'intéresse. Et là, on en fait le choix. Voilà, demain je vais être une vache. Demain l'homme va être la femme va être l'homme, le riche va être le pauvre. Voilà. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Moi, j'ai du mal avec la mon personnage social. J'ai du mal à gérer ça au quotidien. J'arrive pas à être un autre. Il n'y a pas de dissension entre mon quotidien, mon travail. Enfin, donc, je suis très timide ou très peureux parfois. Et les gens me trouvent hautain, mais en fait, c'est juste parce que je suis dans ma coquille, parce que j'ai pas cette personne-là. Donc cette question, c'est aussi une thérapie pour moi, ce travail-là. Il y a une question de travailler là-dessus aussi pour comprendre aussi qui je suis en tant que tel, quoi. Donc, et c'est assez brut, voire brutal. J'aime les caractères forts. J'aime les rites qui sont forts et qui me déstabilisent dans mon âme, quoi. Parce que ça fait aussi partie de moi. Donc il y a cette question identitaire dans mon travail. Voilà. Ça répond à ta question. Bon, après, vous aurez la parole. Je vais laisser maintenant la parole à Marie. Simplement, juste pour commencer déjà à condenser un peu ce qu'on a entendu, c'est vrai qu'on entend parler de transformation, de regarder derrière les apparences, de rituels de passage, de peut-être fusion avec la nature là, dans le travail sur l'Espagne. Il me semble qu'à Dunkerque, parce que là on va revenir par chez nous, se jouent encore d'autres choses. Et je vais laisser Marie en parler, parce que Marie a une place singulière parmi nous ici. C'est qu'elle n'est non seulement photographe, mais elle est également dunkerquoise. Donc, elle est née dans le carnaval, et ça veut vraiment dire quelque chose à Dunkerque. C'est quelque chose qui fait partie des gènes, c'est particulier. Donc, on va en parler avec Marie, aussi bien donc, en tant que photographe et le regard qu'elle peut avoir sur ce carnaval dont elle est finalement partie prenante. Issue, née, on va dire. Oui, ça c'est une vraie différence, c'est que j'ai pas découvert ce carnaval, mais ça fait vraiment partie de ma culture en fait, puisque j'ai... je sais pas, je vais regarder ce qui passe. C'est quelque chose que j'ai toujours connu et que tous les Dunkerquois connaissent et auquel ils participent. Donc c'est des rituels, enfin un rituel, je ne peux même pas dire, c'est pas un rituel,
c'est un moment de comment dire, j'ai le mot qui, c'est une période en fait, l'hiver à Dunkerque, inévitable, et que tous les Dunkerquois connaissent et vivent. Alors, pas tous, hein, évidemment, ça fait jamais l'unanimité, il y a des Dunkerquois qui ne font pas le carnaval, mais c'est quand même un événement qui fait partie de la vie d'un Dunkerquois. Donc quand j'ai commencé à vouloir photographier le carnaval, j'avais déjà quelques années de pratique derrière moi, puisque j'ai commencé à faire le carnaval quand j'avais, je sais pas, peut-être 5-6 ans, en me promenant avec mes parents, et puis j'ai toujours fait, après avec mes copains, après j'ai emmené des gens, et j'ai tous les ans fait le carnaval. Et à un moment, j'ai eu envie de partager cette fête en faisant des images. Et la question s'est posée de savoir comment j'allais montrer ce carnaval. Alors il y a un côté folklorique. Bon, je pense que vous connaissez tous ici le carnaval de Dunkerque, le folklore avec les bandes, les déguisements, les chants, les chaluts, etc. Donc ça, c'était l'aspect qui est souvent photographié. Et moi, j'avais pas tellement envie de m'attaquer à de montrer, de photographier cet aspect-là des choses. J'avais plus envie de montrer les gens, parce que le carnaval, c'est avant tout un esprit avant d'être un folklore. Un esprit bien particulier qui, je pense, n'existe qu'à Dunkerque. Voilà, un esprit de fratrie, un esprit de bienveillance, d'humour aussi. Et c'est ça que j'avais envie de montrer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des portraits avec mon moyen format. Donc un appareil pas du tout adapté, on va dire, pour du reportage. Et surtout que le carnaval, c'est quand même quelque chose qui bouge beaucoup. Donc j'ai décidé de prendre d'utiliser cet appareil photo pour faire des gros plans et d'être très près des gens en fait, pour montrer justement la proximité qui, pendant toutes ces fêtes, se crée entre les gens, tous les gens toutes les générations confondues, toutes les tranches de la société. Voilà, il y a un vrai mélange, quoi. C'est une vraie réalité. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des images dans la bande avec cet appareil photo et dans cette volonté de faire des très très gros plans pour vous montrer ça. Voilà. Et puis aussi le maquillage, les choses de près. Voilà. Je peux continuer encore. J'ai réorienté un petit peu Marie. Moi, ce qui me fascine à Dunkerque, c'est le caractère, comment dire, c'est quand même, ça fait société. Je veux dire, tout le monde est ensemble. Il n'y a plus de police, franchement. Hein. Jusqu'aux attentats, il n'y avait plus l'ombre d'un uniforme visible au carnaval de Dunkerque. Ça s'est un peu gâché là, avec les mesures de sécurité barrières qui créent en quelque sorte un périmètre pour le carnaval. Ça, c'est fascinant, quoi. Cette autodiscipline complète du carnaval, cette sorte de chaos organisé. Parce que les gens ne s'arrêtent pas de voir, quand même. Dans une vie quotidienne ordinaire, ça déclencherait beaucoup de bagarres, de frustration. Et là, visiblement, on peut l'épancher, cette saoulerie, quoi. On n'est pas freiné. Et moi, ça me fascine parce que ça crée comme une sorte d'alternative à ce que nous vivons, comme un effet miroir. C'est comme si derrière une glace sans teint, on se voyait pendant qu'on fait carnaval, et on se dit, bah non, ça va pas d'habitude. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Ces formes de liberté, on les a pas. Moi, c'est ça qui me fascine, parce qu'en même temps, c'est très organisé.
c'est très, comment dire, réglé. On ne s'en rend pas compte quand on est comme ça pour la première fois au carnaval, ou même la deuxième ou troisième fois. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même très réglé. Le tambour-major donne la cadence, et c'est lui qui est le vrai chef d'orchestre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette notion de dérèglement organisé, jusqu'où ça peut glisser, et pourquoi, par exemple, certains petits carnavals dans certaines petites villes autour de Dunkerque sont montrés du doigt parce qu'ils échapperaient, parce que justement ils seraient trop déréglés. Ah, tu penses au cas Pilgam? Oui, parce qu'il y a une sorte de charte. D'ailleurs, il y a une charte qui a été écrite il y a quelques années pour remettre les choses en place. Le charte du bon carnaval, où justement certaines règles sont rappelées pour le respect de chacun, pour que les choses se déroulent bien et qu'il n'y ait pas de bagarre ou de choses qui se passent mal ou d'irrespect des autres. Respect aussi de la tradition, des chansons, respect, par exemple, tout simplement, c'est pas une obligation, mais c'est bien de connaître les chansons quand on fait carnaval. C'est bien, voilà. Et c'est vrai que le carnaval de Pilgam, il y a eu quelques débordements parce que c'est le dernier carnaval de la saison et qui est fréquenté par plus de jeunes. Et c'était un petit peu, il y a eu, voilà, ils venaient pour faire la fête, picoler, se déguiser, et puis derrière, ils s'en fichaient un peu du carnaval où il n'y avait pas forcément. Il y avait la fanfare qui défilait, et puis les jeunes qui ne suivaient pas, enfin bref. Donc il y a eu un moment des gens qui ont dit non mais ça va plus, c'est plus du carnaval, ou alors ok cette fête elle est sympa, mais bon, faut plus l'appeler carnaval. Voilà. Donc, mais bon ça c'est un petit, ça a été des petites polémiques, mais on va dire que c'est quand même un cas à part. Et puis en fait il y a aussi le fait que, comme le carnaval de Dunkerque a été pas mal médiatisé, il y a des tas de gens de l'extérieur en fait, qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément les règles. Donc, ils se déguisent, ils voient les gens qui s'embrassent, donc ils pensent qu'ils peuvent sauter sur tout le monde, etc. Non, il y a quand même, voilà, on se lâche, mais il y a des règles, voilà, pour que justement ça se passe bien. Voilà. Ah, il y en a plein, hein, je ne vais pas toutes les énumérer. Ça reste quand même relativement simple. Comment ça a évolué depuis une vingtaine d'années, toi qui vois le carnaval? Comment ça a évolué alors ça c'est un débat, mais il y a plusieurs évolutions. On va dire il y a une évolution au niveau des déguisements. Ça on le remarque en fait que surtout c'est assez marrant d'ailleurs quand on fait des photos de façon assez espacée et qu'on voit un chalut vu d'en haut et on se dit ah ouais non mais c'était pas du tout les mêmes couleurs il y a 20 ans. Là, il y a par exemple les chapeaux à fleurs, depuis une dizaine d'années, moi quand j'étais petite, il n'y avait pas tant de chapeaux à fleurs. Ça s'est fait petit à petit, et maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui sont déguisés en femmes et donc qui mettent des chapeaux avec plein de fleurs. Et par exemple, la nouvelle génération, je dirais les jeunes d'aujourd'hui, ils délaissent un petit peu le chapeau à fleurs pour mettre des chapkas avec des badges. Il y a de plus en plus de trucs fluo, enfin voilà, dans les années 70, il y a eu l'apparition de la perruque, aussi avec beaucoup de masques, des masques je sais pas, quand j'étais gamine, c'était des masques rigides comme ça, et puis il y avait beaucoup de gens qui se déguisaient, qui faisaient de l'intrigue, et qui mettaient des masques en latex, voilà. Et ça se perd, les masques ça se perd parce que c'est pas confortable, on le teste tous les jours en ce moment. C'est pas très pratique. Et puis les Dunkerquois sont très créatifs avec les couleurs, les maquillages. Ils n'hésitent pas à se maquiller, se remaquiller chaque semaine, tous les jours, tous les week-ends, il n'y a pas de problème. Ça. Toi, comme photographe, est-ce que tu peux estimer qu'un jour ton travail sur le carnaval de Dunkerque sera terminé, ou bien
puisque tu continueras toute ta vie à faire des photographies au carnaval de Dunkerque. C'est une bonne question, j'y avais jamais vraiment réfléchi. Ça fait 15 ans que je photographie le carnaval. J'avoue que j'ai eu des petites pauses, des moments de pause. Parce que, en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que quand je photographie le carnaval, voilà, c'était que mon idée, c'est de photographier le carnaval de l'intérieur. D'avoir la vision de quelqu'un qui fait le carnaval. C'est vraiment la spécificité des carnavals, du carnaval de Dunkerque, en particulier le carnaval de Dunkerque, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de gens qui défilent, etc. Tout le monde fait le carnaval. Et moi, en tant que photographe, c'était important que je me situe dans la personne qui fait le carnaval. Pas question d'arrêter de faire le carnaval à partir du moment où je fais des photos. Donc je me déguise, je mets mon clutch, j'ai ma perruque, je me maquille, et puis j'y vais. Et puis j'ai ma bande de copains qui fait le carnaval, je fais le carnaval un petit peu, et puis je les laisse, et puis je vais faire des photos pendant 2 heures, et puis je reviens. C'est toujours un petit peu comme ça que je fonctionne. Après, il y a des jours où je fais plus l'un ou plus l'autre. Mais je suis toujours un peu dans cet esprit du carnaval, dans l'euphorie du carnaval et en communion avec les gens que je prends en photo. C'est important dans ma démarche parce que je blague avec eux. Enfin voilà, c'est important de montrer que je ne suis pas un extérieur qui vient photographier quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais que je photographie mes pairs, en fait. C'est un petit peu ça la démarche. Et donc, j'ai eu des périodes, en plus avec le projet du livre, etc., où j'ai fait beaucoup d'images. Et puis, à un moment, j'ai eu des années où je dis, ah, bah non, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me sentir libre, de faire vraiment carnaval, parce que j'en ai besoin aussi. Voilà, je suis dunkerquoise, quoi. Donc, ça fait partie, comme tous les dunkerquois, d'un espèce d'une thérapie, en fait. C'est une nécessité pour un Dunkerquois de faire le carnaval. Et même si je n'habite plus à Dunkerque depuis 20 ans, tous les ans j'y retourne. Et les photos, c'est quand même de faire des images, ça s'extirpe quand même si je suis quand même dans le truc, je suis quand même un petit peu à côté pendant que je fais des photos. Donc j'alterne, je vais dire que j'alterne. Alors, ça m'étonnerait que j'arrête de photographier le carnaval. Je peux arrêter pendant 1 an ou 2, et puis après, je me dis, ah non, ça mange, je fais des photos. Et puis voilà, donc ça fait 20 ans que je photographie le carnaval, il n'y a pas de raison que je m'arrête quand même. Juste pour conclure, je vais vous lire la conclusion de Ludovic Bertin dans le livre qu'on a édité, Quand vient le carnaval, donc avec des photographies de Marie Genet et de Pierre Rouleau. Et je trouve que ça complète merveilleusement bien ce qu'il vient de dire. Le carnaval transporte ses adeptes dans un univers si décalé, si déjanté, qu'on ne saurait quel qualificatif lui appliquer, surréaliste, absurde, et si c'était cette réalité qui était la bonne, et si c'était toutes nos autres journées qui étaient absurdes. Celle où tout est hiérarchie, où le voisin est ignoré et l'inconnu toisé avec méfiance. Les Dunkerquois, qui parlent souvent de leur carnaval avec des étincelles dans les yeux, savent qu'il est la porte d'un autre monde possible. Que derrière la fantaisie et la grivoiserie, il y a cette autre façon d'être, d'aller vers l'autre, qui ne demande qu'à rayonner. Car même si certains habitants y sont hermétiques, tu en parlais tout à l'heure, rien nulle part ne pouvant faire l'unanimité, l'embrasement collectif et temporaire de ce coin de terre livré à la déraison laisse son empreinte au quotidien. Dunkerque plus qu'ailleurs, on se parle spontanément, on blague avec ses voisins ou ses commerçants. À Dunkerque plus qu'ailleurs, on accueille les nouveaux venus avec bienveillance. Et à Dunkerque plus qu'ailleurs, on sait faire la fête. L'état d'esprit de la bande, les valeurs de partage et de solidarité soufflent sur la vie toute l'année. On peut dire que si le Dunkerquois fait le carnaval fait aussi le Dunkerquois. Voilà. Oui, tu peux ajouter. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien résumé, en fait. Je trouve que c'est très bien dit. J'adore ce dernier paragraphe aussi. Voilà, bon, on arrive au thème de la présentation donc, des 3 travaux, là, des personnes physiquement présentes. N'hésitez pas maintenant, c'est à vous, de poursuivre le débat, comme vous l'entendez. On peut répondre chacun d'entre nous à toute question.
La première fois que j'ai dû faire des photos du carnaval de Dunkerque, c'est plutôt 35 ans que 15, donc tout va bien. Et donc j'en ai fait beaucoup. Effectivement, Dunkerque est c'est un carnaval exceptionnel dans sa pureté, etc. Et j'en vois un qui est encore plus vraiment intéressant du point de vue ethnographique, et je vais y venir, c'est Manche. C'est passionnant, mais en même temps, je me pose la question de savoir justement qui s'intéresse à un rite, sauf typiquement la Dunkerquoise qui va être parlée avec presque des trémolos dans la voix du carnaval de Dunkerque. Et j'ai pensé aussi à autre chose, c'est Jean-Christophe Bécher à qui j'avais montré mes photos de carnaval, justement, fait une petite sélection. Et il m'avait dit c'est pas un sujet. Ma question, qui est à la fois une réflexion, une question, c'est comment placer le livre sur le carnaval. Pour moi, c'est un de mes sujets qui me préoccupe. C'est justement comment intéresser, encore une fois, un discours, il va connaître son carnaval à lui, mais justement, c'est peut-être difficile de lui montrer un livre sur le carnaval de Dunkerque. Voilà. Je ne comprends pas la remarque de Jean-Christophe Bécher, déjà. Comme il n'est pas là, on ne va pas la commenter. Mais en tout cas, tout fait livre. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas possible. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas photographiquement envisageable. Même dans les 50 mètres carrés autour de chez vous, même dans la rue qui vous emmène à la boulangerie, il y a un sujet qui peut faire un livre. Il n'y a rien qui n'existe pas, parce que tout se fait par le regard du photographe. Donc, c'est le regard du photographe qui crée le livre. Comme n'importe quel écrivain va créer un ouvrage par son style, par sa façon de raconter. Peut-être pendant longtemps, effectivement, en écriture, de la même façon, on a pu penser que seuls les grands sujets pouvaient faire des grands romans. Et au XXe siècle, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des micro-sujets qui faisaient des romans extraordinaires. Donc, en photographie, on est, à mon avis, sur la même courbe. C'est-à-dire qu'on a des micro-sujets qui font des livres photographiques extraordinaires. On est en ce moment dans une période d'inventivité remarquable dans le livre photographique. Il se dissocie complètement, si je reprends le préambule, du livre, soit de tourisme, on va dire, pour faire large, soit d'ethnographie. Hein, on n'est pas dans quelque chose qui est la figuration simple d'une légende. On est, enfin d'une légende, je ne parle pas d'une légende, d'un mythe, je parle d'un cartel, enfin, de quelque chose de mot. L'intérêt de la photographie, c'est bien sûr les différents écrans qu'elle produit à travers sa propre image, c'est-à-dire qu'on descend dans une image, on la creuse. C'est pas juste une surface glacée en 2 dimensions, bien organisée dans un bouquin. L'intérêt d'un livre photographique, c'est aussi bien la dimension de récit qui s'accorde avec le sujet qui est traité, que la dimension comment on pourrait dire, de mandala, presque, si j'ose appeler ce mot-là, qui permet, lorsqu'on s'arrête sur une image, de raisonner en soi-même. C'est ça la photographie. C'est pas juste une illustration, quoi. En ce moment, d'autant plus qu'on est vraiment dans je crois, un tournant charnière, enfin vraiment sur le livre photographique depuis 5 à 10 ans. Il faut regarder ce qui se crée, il faut regarder ce qui se produit. Je pense qu'il n'y a pas, à part sur une frange du livre jeunesse, il n'y a pas plus d'inventivité graphique en ce moment que dans le livre photographique. Donc il faut vraiment y être attentif, regarder ce qui se passe. On a la chance en plus, en France, de fédérer quelques-uns des tout meilleurs éditeurs au monde. Moi je trouve que c'est au contraire, en ce moment, une forme d'apprentissage de la culture, mais ce n'est pas ce terme-là que je vais employer. C'est une forme de vie, en fait, une photo en ce moment. C'est passionnant. Donc, quel que soit le sujet. Non, mais je pense que Eric a très bien résumé les choses. Quand vous avez dit
comment intéresser les gens, mais en fait, c'est déjà en faisant le livre qu'on va pouvoir intéresser les gens. Alors, je prends un peu le problème à l'envers, mais effectivement, c'est le meilleur moyen. La preuve, c'est qu'en ayant fait nos travaux, on peut en parler ce soir. Sans ça, pour ma part, je n'aurais pas parlé du carnaval haïtien et peut-être vous n'en auriez pas entendu parler. Après, si vous parlez d'économie du livre, ça c'est autre chose. Mais je pense que la question se pose même globalement, qui achète des livres photos, pour quelles raisons? Et il y a autant d'acheteurs que de raisons, c'est-à-dire on peut acheter le livre parce que on est intéressé par ce carnaval, on peut être intéressé par cette manière de photographier, on peut être intéressé par ce photographe, on peut être intéressé, ça peut être un coup de cœur aussi. Moi ça m'est arrivé d'acheter un livre photo dont ni le sujet ni le photographe potentiellement ne m'intéressait ou j'en avais connaissance. Au-delà du travail photographique, il y a aussi l'objet qui du coup entre en compte et c'est plus qu'une succession d'images, c'est aussi quand on en parle avec Eric, on a toujours eu cette idée en tête, c'est on en fait un objet photographique, on en fait autre chose qu'une série de photos. Et c'est ce que tu disais, c'est de plus en plus la créativité elle est là et on achète parfois plus l'objet que la photographie en tant que telle. Voilà. Mais excuse-moi, effectivement, en Haïti, moi j'ai présenté ce livre, j'ai eu pas mal, c'était une des meilleures ventes pour une soirée. C'était effectivement beaucoup d'Haïtiens, évidemment avec un revenu qui est une capacité d'acheter, effectivement c'est une petite part de la population qui est capable d'acheter ce livre. Il y avait aussi des expatriés. Pour les Haïtiens c'est aussi une grande fierté parce que il n'y a pas grand chose qui se fait sur Haïti et c'est toujours assez négatif. Et là c'était une manière pour eux quand même de s'approprier un élément de leur patrimoine et de leur culture et de leur société. Et le livre après ça a plusieurs vies. Il y a celui qui l'achète, mais il l'achète, il le fait lire à d'autres. Il le prête à d'autres et ça c'est presque un patrimoine parfois qui se transmet de génération en génération, donc c'est aussi en fait un livre touche plus qu'un lecteur en fait, enfin que l'acheteur plutôt. Un livre c'est d'abord, enfin pour moi c'est d'abord un besoin du photographe avant d'être une demande du lectorat, du marché économique ou de nos jours j'ai l'impression que les photographes se font d'abord plaisir pour après faire plaisir aux autres. Bonjour, j'ai envie de réagir un peu à ce qui se dit et cet échange, parce que c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet effectivement du livre d'art photo, on sait bien qu'il y a un statut particulier dans les livres d'art, et je rejoins tout à fait ce qui s'est dit, comme je rejoins tout à fait cette idée que la production d'un livre d'art photo est aussi une étape dans la vie d'un artiste photographe. Souvent, c'est comme une espèce d'aboutissement d'une période de travail et d'un travail de réflexion. Mais il y a aussi, et surtout, la question sur le sujet même du carnaval, parce que c'est quand même l'objet qui nous partage là. Quand même dire qu'actuellement, les carnavals partout en Europe, quand on discute, y compris avec Clémence Mathieu, qui a fait le commissariat en bas, là, il y a une résurgence aujourd'hui, une revalorisation des événements carnavalesques partout en Europe et quasiment partout dans le monde, et qui a déjà été vécu dans d'autres périodes des mascarades et des carnavals au fur et à mesure de l'histoire, parce que c'est un moment de recréation identitaire aussi. Il ne faut pas oublier, c'est un moment dans un monde qui peut être violent, où on réhabite de l'identité et individuelle et collective face au désordre du monde. D'ailleurs, comme par hasard, le carnaval, comme les mascarades avant qu'on rentre dans le temps religieux des carnavals, ça témoignait de l'histoire qui se faisait. Ça témoigne constamment de l'histoire qui se fait. Quand on parlait de la présence des politiques qui sont moqués, de la présence du juif errant, de l'autre, de l'étranger, tout ça c'est un récit qui se construit et qui vient s'installer dans cet événement collectif
mais c'est surtout témoin, et ça très clairement c'est étudié partout en Europe ces dernières années, c'est témoin, ça témoigne d'une peur collective hein, et d'un besoin de revenir à de l'identité partagée. C'est quoi la question? Moi, j'avais pas de question. Vous n'avez pas de question. Vous constatez juste qu'il y a une résurgence du carnaval. Oui, non, mais quand on se posait la question de est-ce que c'est un sujet, c'est un peu en réponse à justement une position, est-ce que c'est un sujet? Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus un sujet dans un monde. Oui. Vous voyez, ça veut dire c'est. Oui, oui. Je parle du carnaval lui-même, hein, Oui, oui. pas forcément. Alors, je vais prendre l'exemple de l'Espagne, par exemple. Sous Franco, donc la période fasciste, qui s'est finie au milieu des années 70. En fait, pendant la période fasciste, merci, les carnavals ou les rites carnavalesques et les mascarades étaient interdites. Et donc, dès que Franco est mort, petit à petit, ça s'est remis en place. Et en fait, ce qui se passe depuis même, on va dire, une dizaine, voire une quinzaine d'années, c'est qu'il y en a qui s'inventent ou se réinventent. Et donc, ou dans des lieux où il n'y en avait jamais eu, et ça naît. Ou certains carnavals dans la région de Léon, par exemple, Llamas de la Ribera, et Christine a participé à ça, ou à aller dans le village et dire, ouais, il y a très longtemps, vous faisiez ce rituel, et qu'est-ce qui vient, faites-le, refaites-le. Christina faisait ce genre de choses. Et moi, l'année dernière, j'ai photographié Llamas de la Ribera, qui est un carnaval dans la région de Léon, impressionnant et traditionnel et assez fort. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un repli sur l'identité parce que le monde va mal, je ne crois pas que c'est ça, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. Je crois que le capitalisme, finalement, même si on a l'impression qu'on est de plus en plus rapprochés avec nos outils de communication et tout ça, et en fait on est de plus en plus séparés les uns des autres. Et le carnaval, par contre, rapproche les gens et est ouvert sur l'autre. Donc c'est ça qui est... c'est peut-être même pour contrecarrer cette sclérose qui se met un peu en place à cause du système dans lequel on vit. Moi, je me ressens comme ça. Moi, je n'ai pas parlé de repli identitaire. Ouais, excusez-moi, j'ai mal compris. Certainement pas de repli identitaire. De réactivation identitaire, plus que de repli. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est régional, et c'est réaffirmer des choses. Et c'est réaffirmer, effectivement. Et moi, je trouve ça très fort et très positif. Même si on se moque, il y a un côté subversif de l'étranger ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément fait un mal. C'est quelque chose c'est plutôt pour extirper quelque chose de mal que l'humain peut avoir en soi. Il se trouve qu'on a parlé hier avec Yannick ici dans la cour, et il parlait d'un rite qui m'a fortement intrigué et qui peut-être quelque part a un rapport avec ce dont vous êtes en train de parler. Donc j'aimerais bien que tu redises cette histoire du Navel et que tu nous expliques. Peut-être, parce que je pense et je présume que c'est plus violent maintenant que ça n'était il y a quelques années. Alors, ce dont j'ai parlé avec Eric hier, c'est d'un rituel qui est dans la région d'Extremadura, en Espagne, près de la frontière portugaise, et qui s'appelle Ramplas. Et Ramplas, en fait, c'est un personnage moyenâgeux qui est le voleur du bétail, mais qui représente une forme de mal. Et donc, le mal, c'est donc ce voleur de bétail s'est installé dans le village et il faut le virer. Il faut le virer carrément du village. Donc, ce que font les gens, c'est qu'ils... ce que font les gens, et avec l'aide de la mairie et certains privés et les paysans, c'est qu'ils vont disséminer des navets dans tout le village, qui vont jusqu'à 6 kilos. Le personnage de Ramplas, donc c'est un personnage masqué, bien sûr, qui a une espèce d'armure avec des lambeaux de tissu, qu'on appelle dans le sud-ouest de la France le pétassou. Et avec un masque de 25 kg, avec des grandes cornes, c'est très chiant.
Et donc il a un tambourin, et quand il commence à tambouriner sur son tambour, les gens vont lui balancer les légumes. Et c'est à peu près 2000 à 3000 personnes qui font ça, et c'est extrêmement dangereux. Surtout pour le public, plus que pour le rare en place. Et en fait, c'est comme un concours de résistance pour celui qui joue le rôle du rare en place. En fait, il doit le tenir le plus longtemps possible. Et donc le moins longtemps que j'avais vu, c'était à peu près 10 minutes, et le plus à peu près 45 minutes. Et donc dès qu'il arrête de jouer, tout le monde s'arrête de jeter les légumes. Et en fait, dès que je suis rentré dans le village, j'ai vu quelqu'un qui était transporté à l'extérieur parce qu'il s'était pris un navet dans la tête, et donc il avait la tête éclatée, quoi. Et ça, c'est une explosion quelque chose d'assez explosif, mais les gens sont d'une chaleur humaine. Après, c'est des grandes tablées avec des repas, avec beaucoup de viande, bien sûr, le carnaval, quoi. Il y a quasiment dans toute l'histoire des carnavals, il y a toujours eu cette histoire de l'épreuve, quoi. On est dans la logique du renouveau, hein, oui, c'est ça. Et il y a l'épreuve des corps aussi, hein. Oui. Dans le carnaval de Dunkerque, la première ligne est une épreuve des corps, quoi, aussi, hein. Il y a que de l'initiation. Il n'y a pas que la première ligne. D'ailleurs, en plus, il n'y a pas que la première ligne, je suis d'accord. On n'est pas obligé d'y aller, d'ailleurs. Oui, ouais. C'est quand même physique. Hein. Ouais. Mais il y a l'épreuve physique, voilà, masculine aussi, hein, parce que c'est souvent le masculin dans le carnaval. Dans les premières lignes, ouais. Mais les femmes aussi y vont. Les femmes y vont aussi. Mais pas pareil, quoi. Pas pareil. On ne peut pas dire que les femmes y soient. Hein. Les carnavals, c'est quand même plutôt masculin. Comme... À Dunkerque, non, plus maintenant. Oh, bah, non, ça évolue. Tous les ans, c'est très masculin quand même. Les chants sont masculins, l'iconographie est masculine. En fait, mais c'est l'histoire, c'est pas forcément que à Dunkerque, hein, c'est l'histoire de tous les carnavals sont principalement. Oui, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas comme ça que je le vois. J'en ai photographié une cinquantaine de carnavals différents, et c'était assez mélangé en fait. Ouais, j'ai photographié à peu près une cinquantaine de carnavals dans toute l'Espagne, le Portugal et ailleurs, et c'est souvent plutôt bien mélangé, hein, de tout âge et de tout sexe, et voilà, enfin, de mon expérience. Après, en photographie, on est plus attiré. On va plutôt photographier les hommes parce que leurs déguisements sont plus marrants, entre guillemets. Les hommes se déguisent en femmes souvent, et les femmes ne se déguisent pas tellement en hommes, ça ne les intéresse pas. Après, pourquoi, j'en sais rien. Ce serait d'ailleurs assez intéressant de creuser la question. Parce que, en tout cas, dans le cas du carnaval de Dunkerque, il y a quand même, peut-être un petit peu de moins en moins, mais il y a quand même une grande majorité d'hommes qui se déguisent en femmes. Et d'ailleurs, il y a tous les genres qui sont représentés, hein, ça va de la vampe à la femme de ménage, en passant par la grand-mère, enfin voilà. Et il y a ce besoin, on dirait, enfin, je pense que ça permet aussi aux hommes d'exprimer leur féminité pendant 3 jours, dans la façon, et c'est assez intéressant de voir comment ils l'expriment d'ailleurs. Voilà, donc ça m'a toujours fait rire. C'est pour ça que j'avais mis une photo du père de mes enfants déguisé comme ça. Il avait un espèce de déguisement de Cicciolina, et ça me faisait rire parce qu'il a gardé pendant 15 ans ce déguisement qu'il a adopté, parce qu'il n'était pas dunkerquois au départ. Et voilà, il avait besoin d'être dans un truc un peu provocateur comme ça, un peu sexy, mais bon, en même temps tout grébouillé. Et ça lui correspondait assez bien, je trouve. Alors moi j'ai 2 questions. La première, c'est quoi un clutch? C'est ça, d'accord. Ouais. Et deuxième question, je vous pose la question puisque vous êtes spécialiste du carnaval. Est-ce que le carnaval a vocation d'être plutôt anticlérical? Non. Pas forcément. Enfin, c'est souvent inclus en fait. En tout cas, dans la péninsule ibérique, c'est souvent avec l'Église en fait. Et ce que je sais moi de la période du Moyen-Âge, c'est que c'était souvent... Alors, il y a des moments où ça a été interdit par endroit, mais souvent c'était autorisé par l'Église, justement pour que le peuple ait une soupape, justement. Et où le peuple pouvait être
moqueur, se moquer de l'Église, être subversif. C'était un moment, voilà, de soupape. Pour celui d'Haïti, effectivement, ça me fait remarquer que j'ai vu aucun costume qui soit représente un représentant de l'Église, soit met en scène quelconque lien avec la religion. Après, en Haïti, la religion est extrêmement elle est omniprésente, la croyance elle est très forte. Donc je pense que le tabou absolu pour les Haïtiens, ça ne serait même pas de critiquer le dictateur ou le président actuel, mais c'est vraiment la religion. Mais je pense que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Il n'y a pas de... Enfin, je m'avance un peu, mais je crois qu'il n'y a pas du tout de représentation de la religion, parce qu'on ne se moque pas de la croyance. Elle est essentielle et elle est plus terrifiante qu'autre chose. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier que le carnaval, c'est une inscription dans le temps religieux d'anciens rites masqués. Hein. Parce qu'avant, c'était des mascarades ou des rites masqués. Et c'est au Moyen-Âge, effectivement, comme disait l'artiste, que là, la religion a voulu l'inscrire dans le temps religieux. Non, vous avez tout à fait raison. Oui. D'ailleurs, carnaval, ça veut dire la viande s'en va. Oui, c'est juste avant le carême. C'est d'ailleurs inscrit dans le calendrier religieux. Donc c'est un petit peu la contradiction en fait, parce qu'on ne s'imagine pas, mais c'est totalement lié. Et bon, à Dunkerque aussi, je ne dirais pas que c'est anticlérical, à Dunkerque on se moque de tout le monde, enfin, voilà, c'est une dérision générale. Voilà, donc il y a des bonnes sœurs à fossiles, mais c'est pas contre les bonnes sœurs en fait, c'est juste pour rigoler quoi. Il n'y a pas de revendication particulière, politique, etc. Tout est léger, c'est quand même léger. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une interdiction d'utiliser des vrais uniformes. En tout cas, voilà. Alors, je ne sais pas à quel point l'interdiction est voilà. Mais il y a une espèce de consensus comme ça. Voilà. De toute façon, la nature du carnaval, c'est de faire l'inverse. Il y a Pierre Fabre, qui est un anthropologue, qui a bien écrit sur la question des carnavals, il appelle ça la fête à l'envers. C'est l'idée de faire tout à l'inverse d'un temps régulier. Donc, comme disait monsieur tout à l'heure, les pauvres deviennent riches, les faibles deviennent puissants, les hommes deviennent femmes, l'homme devient animal. Enfin, c'est le temps de l'inversement des réalités. Et donc, du coup, pas forcément anti-religieux. On pourrait dire que c'est areligieux, comme c'est asocial. En fait, la question, elle est au-delà de ça, elle n'est pas sur... Moi, je pense que, historiquement, le carnaval existe bien avant la religion catholique. Ils reprennent des Saturnales romaines. En général, tous les historiens du carnaval vont dire ça. Le principe de l'inversion, vous allez le retrouver partout, effectivement, parce que notamment, il y a Michel Foucault qui dit que ça vient du jour des fous. Le jour des fous, en fait, c'est pas le carnaval, parce que le jour des fous, c'est début de l'année. En fait, c'est plutôt l'épiphanie. Alors après, il y a des gens qui disent aussi que le carnaval commence à l'épiphanie. Il y a des historiens du carnaval qui parlent de ça. Et après, le carnaval est clairement récupéré par l'Église. Il suffit d'aller à Bain, justement, vous allez voir, en plus l'enseignement est privé en Belgique, donc les écoles défilent avec les costumes, donc les enfants les écoles primaires, maternelles, etc., qui sont en costume, et il y a le curé qui est devant les gosses qui ouvrent la marche. Vous avez les petits-enfants aussi qui ont le droit d'aller boire un bol de chocolat chaud dans le couvent des sœurs noires de Binche. Très connu, tous les Binchois savent ça, que les sœurs reçoivent dessus. Et après, alors, dans la région, il y en a un incontournable depuis quelques années, qui n'existait pas avant, qui est une nouvelle tradition, mais qui a été créée à Bailleul, où là, il y a la messe du dimanche gras, donc avant le carême, où tout le monde est invité. Et vous avez les carnavaleux qui vont prendre la communion, etc. Et vous avez les malades mentaux, donc là on retrouve du Foucault dans l'esprit, vous avez les malades mentaux qui participent à la messe, et même vous avez des servants de messe qui sont des patients de l'EPSM de Bailleul.
Donc vous avez vraiment ça. La notion religieuse, elle est complète au carnaval. Il y avait une dernière question peut-être. Oui, est-ce que... Merci Paul pour ce témoignage sur Vache et Bailleur. Alors c'est pas tant du tout une question, c'est plutôt même un témoignage, parce que comme Marie, je suis une exilée à Carcasse. Je vis à Lille depuis maintenant 30 ans et j'y suis arrivée, j'avais une dizaine d'années, je continue aujourd'hui à le faire et effectivement c'est l'antidépresseur et le côté de l'année et voilà, on est vraiment tout dedans. Sur le côté religieux, effectivement pour moi c'est pas anticlérical, bien au contraire, puisque le répertoire carnavalesque au niveau des chansons s'est construit en partie sur des chants religieux. Un hymne qu'on chante tous, Cataline la Copinard, c'est le Maison Joyce. Tout autant que le religieux a pris du païen. Enfin, voilà, il y a vraiment au niveau répertoire, ça s'est fait comme ça, puisque des paroles sont si faites avec des chansonniers qui écrivaient et qui vendaient leurs chansons. Après, sur le côté très le carnaval est une affaire d'hommes, non. En tout cas, plus maintenant. Voilà, c'est un mouvement social et comme tout mouvement social, les sociétés il est perméable. Mais non, c'est au sens où effectivement, les premières lignes, on n'y rentre pas quand on n'est pas une femme. D'ailleurs, c'est aussi sujet de querelle entre hommes. Hein, au moins, entre eux, c'est qui sera le plus viril pour tenir. Mais aujourd'hui, je me souviens d'une fois où moi j'étais avec ma grosse-caisse, je joue de la grosse-caisse, un instrument typiquement masculin. Et je me suis envoyée un peu bouler concrètement par un carnavaleux qui m'a dit mais dégage ici, t'as rien à faire, les femmes n'ont rien à faire avec le carnaval. Et là, j'ai un copain carnavaleux qui l'a regardé et qui lui a dit mais si on enlevait les femmes à carnaval, il n'y aurait plus personne. Au sens où les hommes eux-mêmes sont déguisés en femmes. Donc du coup, cette question de l'identité femme, elle se retrouve dans différents aspects. Le costume, les rapports entre hommes et femmes, voilà, il y a vraiment quelque chose de très 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 présent. Et enfin, j'ai peut-être pour revenir vite fait sur le côté religieux, pour moi au contraire, il y a un côté très rituel. On peut peut-être retrouver sur ce que, voilà, je ne sais pas, vu ma méconnaissance du carnaval en Haïti, mais au sens où le costume, si on étant dans la tradition pure, on le garde toute sa vie ou presque. Moi, ça fait 25 ans, j'ai amené 41. Il y a un côté très religieux, très rituel, un rituel aussi au sens où on a le même grimage. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous. Alors après, le grimage, il évolue. Il y a un côté aussi très rituel et très religieux parce que se maquiller, c'est quelque part faire sortir une partie de soi qui est tapie, qui ressort à ce moment-là, et qui va quelque part, non pas disparaître, mais revenir à l'intérieur tout le temps de le restant de l'année, et qui exulte. Et là, on est vraiment aussi dans un rapport au corps, et là, je pense spontanément à la chanson de Brel, où là, on parle du corps qui exulte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça transparaît à un point où de l'extérieur, on trouve même ça très étrange. Et enfin, sur le côté religieux, je dirais qu'on le retrouve aussi parce que il y a une réelle communion entre les gens, mais vraiment de l'ordre de quelque chose où on est à la messe et le chant unit. Le chant fait aussi exulter le corps, que ce soit un chant religieux ou un chant païen, peu importe lequel. Et c'est ce qui fait aussi une force, comme il y a la force entre croyants, peu importe lesquels, et du rituel du coup, parce que la puissance de ces chants fait qu'à un moment, c'est juste, encore une fois, magique, c'est très subjectif, je suis née dedans. Moi, les premières photos, j'ai 1 an, je suis dans le panier à crevettes de mon arrière-grand-mère. Mais vraiment quelque chose de la communion et de la puissance du chant, parce que ça reste quelque chose d'inexplicable, que à Dunkerque, c'est 50, 60 000 personnes à peu près, à 20 heures. Tout le monde chante à l'unisson. Il y a une cacophonie parce qu'effectivement, voilà, on n'entend pas le son de la même manière, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la communion et qui fait que les gens sont là. Et le fait de se mettre à genoux, c'est un peu pareil. On se met à genoux devant un mec qui est mort et qui a sauvé. Voilà.
la France de la famille. Mais voilà, c'est vraiment cet endroit-là qui fait que, et voilà, et vraiment le côté très maquillage qui fait qu'à un moment, on est soi, mais c'est une autre part de soi en fait, qui est là et qui cohabite avec tout le reste de sa personnalité. Merci beaucoup parce que ça recoupe, je pense, c'est comme une sœur pour Marie. C'est Marie. Oui, non, je trouve que c'était très bien dit, très bien expliqué, enfin résumé. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui est en tout cas très présent pour expliquer le carnaval et tout ça, c'est le côté sacré, quoi. C'est vrai qu'il y a un vrai côté sacré. Voilà. C'est le sacro-saint carnaval, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, ou sinon on décide de dire que c'est bien, la rencontre est terminée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et donc, Corentin et Marie sont disponibles éventuellement pour signer leurs ouvrages. Donc, Quand vient le carnaval, qu'elle a réalisé avec Pierre Volo, texte de Pascal Dessin en ouverture et de Ludovic Bertin dans le livre. Corentin Follen, Carnaval Jacmel, toujours aux éditions Alternative, avec les textes même de René Depestre dans l'ouvrage, et le texte d'un spécialiste aussi des carnavals en Haïti, qui décrit de façon plus large le contexte haïtien du carnaval. Voilà, je vous remercie tous d'être restés. Et on vous souhaite, j'espère, un bon carnaval l'année prochaine.